podcast du Bulletin Joli Travail, deuxième numéro. Alors, ce que tout le monde, à mon avis, peut constater, c'est que l'activité partielle aujourd'hui a pris son office. C'est-à-dire qu'elle sert d'amortisseur à la crise. Nous sommes dans un état de droit avec des textes qui font autorité et on ne peut pas avoir un droit covidien et élaboré juste par des QR. Si j'étais à l'université, je citerais Portalis, mais puisque nous sommes dans une nouvelle formule, je vais plutôt me permettre de citer Marlène Schiappa. Vous me demandiez si c'est un prélude au changement à venir sur la durée du travail. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est pas une ode à la célérité. Les pouvoirs publics entendent accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise. Si notre premier numéro du podcast se déroulait en période de confinement, le deuxième survient à l'étape suivante. Et le déconfinement, ce pourrait être ça. Pourtant, on retrouve aujourd'hui les mêmes constantes. Une frénésie de textes chronophages, autant pour les rédacteurs que pour les lecteurs. Une source d'anxiété, autant pour ceux qui tentent à protéger qu'à l'égard de ceux en charge de les appliquer. Au-delà des questions pratiques, des questions ultra-techniques, la période est aussi intéressante pour celui ou celle qui s'intéresse au fondement du droit. Brèves observations à partir de deux notions fondamentales, le temps et la responsabilité. Pour le temps, on ne reviendra pas sur la multiplication des textes en un temps record. Parmi ces textes, l'un mérite une attention particulière, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020, dite ordonnance délai. Depuis le 25 mars, une dizaine d'ordonnances se sont efforcées de parfaire, défaire ou refaire l'ouvrage. Et alors que l'on se croyait à jour des délais, surgit une nouvelle version le 13 mai dernier dont le rapport au président invite à reconsidérer la pertinence de certaines références initialement fixées. Alors interprétation, exception aux exceptions, pour les praticiens du contentieux, il y aura sans doute demain de savoureux casse-tête pour déterminer le bon délai. Le temps, dans la bataille du droit social et du Covid-19, il y a aussi la responsabilité. Responsabilité fondée sur la faute, sur le risque ou sur la garantie. Voilà que tous ces débats que l'on présente en deuxième année dans les facultés de droit françaises, eh bien ces débats prennent soudainement des visages bien concrets à l'occasion de l'épidémie. 3 exemples en forme de questions. Quelle faute pourra-t-on retenir demain à l'égard d'un employeur qui, en fonction des connaissances scientifiques d'aujourd'hui, s'est appliqué à suivre ou tenter de suivre le protocole de déconfinement établi par les pouvoirs publics? Autre question. L'employeur sera-t-il tenu d'assumer la responsabilité au seul motif qu'il tire profit du risque créé? Troisième question, quelle garantie de réparation au profit de salariés que l'on invite au titre de la reprise économique à occuper quelques postes à risque sur un plan sanitaire? On voit bien que les théories de la faute, du risque ou de la garantie pourraient bien retrouver quelques couleurs à l'occasion de l'épidémie. Mais laissons pour le moment ces sujets à la réflexion juridique et nous vous proposons de retrouver les auteurs du dossier du Bulletin Joli Travail pour présenter et démêler quelques nœuds juridiques d'un droit social à l'épreuve du Covid-19. Bien, donc en vous remerciant d'avoir accepté de participer au podcast, au deuxième podcast qui cette fois est consacré, et cela n'étonnera personne, au thème du droit social et de la crise sanitaire. Donc, même si c'est le numéro 2, il y a déjà des habitudes. Donc, je vais commencer par une présentation de la majorité des auteurs qui ont contribué au dossier et qui nous font une nouvelle fois l'amitié de participer à ces échanges. Tout d'abord, Gwenaël François, maître de conférence à l'Université de Clermont-Ferrand. Gwenaël, vous êtes chroniqueur au Bulletin Joli Travail. Vous avez l'immense bonheur de pointer 2 fois de suite au premier podcast du Bulletin Joli Travail. Et surtout, Gwenaël, vous êtes l'initiateur, l'architecte, l'artisan du dossier de ce mois. Merci Gwenaël pour ce travail périlleux et merci d'être présent. Merci à vous. Jean-Julien Jarry, vous exercez votre activité d'avocat à Clermont-Ferrand au sein du cabinet Barthélémy Avocat. Vous avez l'audace d'assurer la responsabilité du pôle digitalisation et vous avez eu le courage dans le présent dossier de réfléchir sur l'indemnisation de l'activité partielle, ce qui fait de vous l'amoureux des chiffres dans ce dossier. Arnaud Casado, monsieur droit pénal du travail, entre autres, auteur de la chronique éponyme dans le Bulletin Joli Travail.
Arnaud, vous êtes maître de conférence à l'école de droit de la Sorbonne, l'université Paris 1, et les auteurs de la revue vous connaissent bien car vous y contribuez très régulièrement. Merci également d'être présent. Merci à vous. Pierre-Olivier Bach, diplômé de l'université de Lille, vous êtes avocat associé au cabinet Barthélemy Avocat, et c'est à vous qu'est revenue la charge d'écrire quelques lignes sur la durée du travail tourmentée par l'épidémie. Alors vous nous direz s'il faut y voir une messe, une fugue ou un prélude à un nouveau droit de la durée du travail. Pardon pour ce jeu de mots douteux, mais je m'étais promis de le faire, d'autant que le fond musical du podcast est emprunté à un autre Bach, un certain Jean-Sébastien, donc il fallait quand même que je fasse le lien. Merci beaucoup. Enfin, Damien Chenu, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Orléans, également avocat associé au cabinet Barthélemy. Damien, vous êtes l'auteur d'une thèse de droit des contrats sur un sujet passionnant et peu exploré que sont les clauses contractuelles autonomes. Et là encore, heureusement pour nous, vous avez décidé de mobiliser votre énergie et votre savoir sur le droit du travail. Et Damien, bon anniversaire, puisque nous venons d'apprendre que c'était vos 40 ans hier. Voilà. Alors justement, merci. Damien, puisque vous avez maintenant 40 ans, vous allez commencer. Je commence par vous. Votre propos dans le dossier du bulletin Joli Travail de ce mois ne porte pas cette fois sur les clauses du contrat, ni même sur celle du contrat de travail, mais sur un sujet symbolique d'un droit social en période de pandémie, c'est l'activité partielle et plus précisément le recours à l'activité partielle. Et en particulier, vous souhaitiez concentrer votre propos sur une question qui est très délicate, surtout en période de déconfinement d'ailleurs. C'est celle de conjuguer l'activité partielle dite collective avec l'activité partielle qui ne concerne que certains salariés, voire peut-être parfois même un seul salarié, ce que permet de faire ouvertement l'ordonnance du 22 avril 2020. Donc je vous donne la parole, Damien, pour évoquer en quelques minutes cette question. Merci, cher Arnaud. Alors, déjà, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à ce podcast. C'est innovant. Et puis, ça va nous permettre de discuter vraiment au plus près et au plus rapidement des évolutions du droit social. Comme vous l'avez dit, ma charge était plus particulièrement portée sur le recours à l'activité partielle. Droit de l'activité partielle qui a été façonné au cours du temps, et vous le savez, en dernier lieu par la loi de sécurisation de l'emploi, la loi du 14 juin 2013, qui est venue façonner ce qu'on peut aujourd'hui appeler le droit contemporain de l'activité partielle. Alors, ce que tout le monde, à mon avis, peut constater, c'est que l'activité partielle aujourd'hui a rempli son office. C'est-à-dire qu'elle sert d'amortisseur à la crise. L'idée, c'est d'éviter les ruptures de contrat de travail et donc de permettre à des salariés d'être placés sous un régime très favorable et qui leur permet de continuer à toucher une partie de leur rémunération sans perdre leur emploi, tout en garantissant à l'employeur un remboursement et d'avoir un reste à charge qui soit le plus faible possible pour qu'ils puissent continuer l'activité. Bien évidemment, l'État doit se préserver parce que si ce système était beaucoup trop ouvert, eh bien, il pourrait laisser la place à des initiatives qui soient peut-être pas frauduleuses, mais en tout cas excessives. Et donc, il y a un principe qui est que le recours à l'activité partielle doit être une mesure collective. Pourquoi ? Parce qu'elle doit toucher l'ensemble des salariés, d'une entreprise, d'un établissement, d'un service, d'une unité de travail. Et c'est une mesure collective pour répondre à une réduction de l'activité, voire une fermeture temporaire de l'entreprise. C'est le mécanisme même de l'activité partielle qui permet donc d'avoir une mesure collective et non qui place la défaillance individuelle de un ou deux salariés. On comprend bien, c'est une garantie pour l'État qui engage ses fonds dans l'activité partielle. Aujourd'hui, on sait que 12,5 millions de salariés ont été placés en activité partielle. Il faut des garanties pour l'État. Alors ça marche lorsque vous avez des circonstances exceptionnelles qui sont limitées dans le temps. D'accord ? Une intempérie, il faut que ça soit collectif, bon, évidemment. Mais bien évidemment, lorsque vous avez une circonstance exceptionnelle de l'ampleur de l'épidémie qu'on est en train de vivre, c'est pas fini,
et surtout de la durée, parce qu'au départ, si on pouvait espérer une durée de 15 jours, ensuite c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas combien de temps. L'activité partielle sera certainement poursuivie dans la plupart des entreprises jusqu'à la fin de l'été. On pense notamment au domaine des hôtels, cafés, restaurants. Il fallait une modification. Et je crois qu'à l'occasion de cette épidémie, on a modifié le sens de l'activité partielle. Au départ, les exigences de caractère collectif et de caractère temporaire ont été respectées. Et puis, comme vous l'avez dit, 2 réponses. La première, c'est l'ordonnance du 22 avril, dans laquelle on permet une individualisation de l'activité partielle, alors à des conditions quand même relativement strictes, puisqu'il faut soit un accord collectif, et à défaut, un avis conforme, favorable du CSE. Ce n'est pas si souvent en droit du travail qu'on demande un avis conforme du CSE. Et là, on permet d'individualiser. C'est-à-dire, à mon avis, on exclut la fermeture collective, on exclut la réduction collective d'horaire et on introduit un nouveau cas de recours qui est celui du placement individuel en activité partielle. Et c'est à mon avis la raison pour laquelle le législateur s'entoure de garanties plus fortes que pour le droit commun, c'est-à-dire un accord collectif qui le prévoit d'entreprise ou de branche, ou un avis du CSE. Deuxième vague, c'est ce qu'on a connu le 1er mai, c'est-à-dire avec la loi de finances rectificative, la possibilité de placer, l'obligation de placer des salariés qui étaient au préalable, dont l'indemnisation avait été prise en charge par l'assurance maladie sur le fondement de l'activité partielle. Et là, on a encore un régime dérogatoire, puisque aucune autorisation n'est demandée, et l'employeur ne peut pas s'y opposer, et la prise en charge est de plein droit à partir du moment où, en garde d'enfant, on a une attestation sur l'honneur de la part du salarié comme quoi, eh bien, le code de garde collectif ne permet pas ça de la prise en charge. Et deuxièmement, un certificat médical qui atteste de la situation soit de salariés exposés au Covid, soit de personnes qui habitent avec un salarié exposé au Covid. Et là, on va encore plus loin dans la logique d'individualisation, puisque il ne s'agit plus que de se poser la question de l'impact sur l'activité de l'entreprise de la situation, mais bien de la situation d'un salarié spécifique qui, au regard de sa situation de santé ou de son obligation de garder ses enfants, est placé dans un régime totalement individualisé d'activité partielle, de telle sorte qu'on peut vraiment, à mon avis, constater une évolution, voire une révolution du mécanisme, puisque le caractère collectif s'estompe à mesure que les situations individuelles sont prises en compte. Justement, Damien, la question que je me posais, c'est lorsqu'on est dans de l'individuel, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'activité partielle? Enfin, ou du moins, est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit de l'activité partielle lorsque seuls certains salariés, voire un salarié sera concerné? Puis après, j'ai une autre question que je livre maintenant, mais évidemment, ça fait partie des grands dadas des spécialistes du droit du travail. Lorsqu'on introduit de l'individuel au milieu du collectif, c'est évidemment la question du principe d'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas des risques en termes d'égalité de traitement et de risques de contentieux sur ces sujets-là? Alors, à mon avis, le risque, il existe même dans le cas antérieur. Je pense que ma lecture du dispositif fait que le collectif n'est pas l'uniformité. Dans le régime de droit commun, un salarié qui serait placé à 20% d'activité, un autre à 80%, pourrait, à mon avis, devant le juge prud'homal, demander des justifications à l'employeur sur le caractère objectif et matériellement vérifiable des critères qui ont été pris en compte. Au sujet de l'individualisation, à mon avis, on est encore dans le mécanisme de l'activité partielle pour l'ordonnance du 22 avril, c'est-à-dire une individualisation, mais avec les circonstances, vous savez, les circonstances économiques, notamment les circonstances exceptionnelles. Elles sont toujours nécessaires, puisqu'il y a une autorisation à demander dans ce cas-là. L'idée étant, à mon avis, dans des structures où vous avez un commercial, par exemple, dont l'activité a été vraiment mise à zéro alors que la production continue, une machine, je le vois, moi, dans la pratique, dans des entreprises dans lesquelles une machine est complètement à l'arrêt, et il y a parce qu'il n'y a plus de fournisseurs. Et il y a une seule personne qui est compétente sur cette machine, alors que les autres machines du service continuent à fonctionner. Il est, à mon avis, opportun de permettre à l'employeur de placer seulement une personne en activité partielle, parce que là, il y a un problème. C'est le problème des fournisseurs et des clients. On n'est plus du tout dans le système de l'activité partielle, je crois, lorsque on se fonde sur l'état de santé du salarié ou sur la situation familiale du salarié pour admettre l'activité partielle. Là, à mon avis, je pense, il y a 2 raisons qui sont principalement à l'œuvre. La première, soulager le budget de l'assurance maladie pour le budget de l'État. L'État emprunte, à mon avis, beaucoup plus facilement que l'assurance maladie. Deuxième, il ne faut quand même pas se mentir,
avec le système qui avait été prévu par les décrets du 31 mars, du 31 janvier, du 4 mars, du 9 mars et puis l'ordonnance ultérieure. Les salariés qui étaient en garde d'enfants ou en personnes vulnérables bénéficiaient sans condition d'ancienneté et sans délai de carence d'une garantie de rémunération à hauteur de 90% quand ils cumulaient IJSS et indemnités complémentaires. Lorsqu'ils rentrent en activité partielle, ce n'est plus qu'une indemnisation à 70%. Et l'idée est, à mon avis, de dire on vous offre un régime qui est un peu moins favorable pour vous amener à retourner travailler, si évidemment les conditions sanitaires sont réunies. Pierre-Olivier, peut-être vous vouliez poser une question ou rajouter quelque chose. Oui, je voulais, par rapport à ce que vient de dire Damien, est-ce que la souplesse sur l'activité partielle qui est sur ce nouveau dispositif ou ce complément de dispositif, on a parlé de contrôle, on a vu qu'hier le ministère commence à sortir le plan de contrôle que devraient suivre les inspections du travail. Est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, une contrepartie finalement à cette souplesse ? À la souplesse du ministère ? Non, à la souplesse de l'activité partielle en tant que telle et de cette possibilité ouverte de l'individualisation et de la souplesse générale de l'activité partielle. À mon avis, la contrepartie, ça sera aujourd'hui la souplesse du ministère, de l'État, est actée sur l'autorisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a 48 heures. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie d'un délai de mois pour transmettre l'avis du CSE. On va voir au jour de l'indemnisation, parce que lorsque les entreprises vont demander l'indemnisation et qu'elles ne seront pas capables de motiver spécifiquement la raison pour laquelle telle personne a été placée en activité partielle plutôt que telle autre, là, il y aura une deuxième vague. La troisième vague, c'est le contentieux prud'homal, ce qu'expliquait Arnaud tout à l'heure. C'est de dire qu'en matière d'égalité de traitement, l'autorisation qui est donnée par les ordonnances et les régimes qui sont créés ne neutralise aucunement les actions en égalité de traitement. C'est tout à fait différent, puisque là, il s'agit des rapports entre l'État et l'entreprise pour l'allocation d'activité partielle et pour l'indemnisation du salarié, mais il ne s'agit pas des rapports entre le salarié et l'employeur qui, sur le fondement de principe d'égalité de traitement, pourraient trouver un sujet contentieux. Merci beaucoup, Damien, pour ces éclairages et cette intervention. Bien, donc maintenant, je vous propose d'échanger avec vous, Jean-Julien Jarry. Il faut dire que vous avez décidé de travailler sur un thème qui est extrêmement technique, qui est l'indemnisation de l'activité partielle, qui est un sujet hautement difficile et, à mon sens, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que le sujet est, je le disais à l'instant, technique, voire ultra technique, voire mathématique. Et d'ailleurs, les lecteurs pourront constater l'effort que vous avez fait de prendre un certain nombre d'exemples concrets pour illustrer votre propos. Donc, merci pour moi et merci pour les lecteurs. Et puis, pour une autre raison aussi, c'est que, alors ça n'est pas valable uniquement pour l'indemnisation de l'activité partielle, mais je trouve que c'est un très très bon exemple pour montrer que dans cette période, on a une multiplication de textes qui pose sans doute des difficultés en termes d'application dans le temps de ces textes qui parfois peuvent se contredire les uns par rapport aux autres, et ce qui crée aussi une autre difficulté qui est celle de l'autorité juridique, parce qu'on n'a pas simplement une multiplication de textes qui seraient des textes parfaitement identifiables par rapport à leur autorité juridique. Évidemment, je parle d'une loi, d'une ordonnance ou d'un décret, mais en plus on a ici une circulaire, ailleurs des questions-réponses, et il faut sans cesse se poser la question de savoir si il y a une véritable autorité juridique, ce qui est important pour savoir si effectivement on doit appliquer l'un ou l'autre de ces textes, et notamment la question elle se pose pour l'indemnisation de l'activité partielle, et elle se pose peut-être encore plus particulièrement concernant l'indemnisation des heures supplémentaires, et je crois que c'est sur ce thème-là que vous souhaitiez apporter quelques éclairages. Merci de me donner la parole. Alors effectivement, je vous confirme, on ne s'est pas battu pour prendre ce thème. C'est vrai que l'effort est un peu particulier puisque on parle de nos amis de la paye. Et je crois que les services de paye, de comptabilité, là, ont un peu souffert ces derniers temps. Les juristes également, mais en la matière, c'était un peu spécifique. Alors, le travail qui a été fait,
j'ai avancé un peu à tâtons puisque vous évoquiez différentes compilations de textes et vous parliez aussi d'autorité juridique et on a été là, ces quasiment 2 derniers mois, un peu en difficulté dans le sens où vous aviez, et vous en avez parlé, de la QR, la question-réponse, qui vient nous dire en pratique comment ça se passe. Pour autant, l'autorité des textes, et on pense notamment à l'article R5122-18, alors je citerai peut-être pas tous les articles, hein, c'est pas l'objet, mais c'est quand même cet article qui était phare et qui a suscité tout un tas de débats. Pour replacer le contexte et bien comprendre, on va parler des heures sup, parce que c'est aussi celui-ci qui a agité ces derniers temps, il faut avoir à l'esprit pour clairement identifier les règles d'indemnisation, il faut d'un côté, et c'est ce que j'ai écrit, il faut avoir à l'esprit le nombre d'heures indemnisables. C'est-à-dire, je vais déterminer sur l'activité partielle combien d'heures je vais déjà indemniser. Quand j'ai déterminé ça, je vais déterminer l'assiette d'indemnisation, autrement dit, quel va être le taux horaire qui va être appliqué à ce nombre d'heures indemnisables pour déterminer l'indemnité d'activité partielle et donc l'allocation d'activité partielle. Donc l'indemnité, celle qui est versée par l'employeur, et l'allocation, c'est celle qui est remboursée, je vais faire simple, par l'État. Alors, jusqu'au 22 avril, on était dans l'expectative et on interprétait tous les textes. En particulier, le texte qui nous guidait, c'était l'AQR, mais comme je vous l'ai indiqué, la question-réponse n'a aucune valeur juridique. Finalement, la vraie autorité, c'était l'article R5122-18. Alors, je peux le reprendre très très rapidement. Il nous dit quoi? Il nous disait que le salarié qui est passé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, et là on parle bien de l'assiette d'indemnisation, versée par son employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute, servant d'assiette de l'indemnité de congé payé, telle que prévue, alors au 2 de l'article L3141-24, ramené, et ça c'est important, ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale. Donc finalement, si on comprend bien, je prends l'assiette congé payé que je divise par la durée légale, par 151,67. Ça, une fois que tout le monde l'avait compris, sur des salaires, on va dire, de base, qui n'intègrent rien d'autre, par exemple comme des heures supplémentaires, c'était assez simple. Le souci arrive, les questions de paye sur heures sup. Sur les heures sup, on va reprendre ma démarche. La première, est-ce que ce sont des heures indemnisables, oui ou non? Dans un premier temps, c'était clairement non. D'ailleurs, la QR, encore une fois, dans ses premiers exemples, excluait les heures indemnisables. Et puis, je pense que c'est les débats du terrain qui ont fait remonter au ministère cette difficulté-là. Finalement, on s'aperçoit quoi? On nous dit, bon, si, les heures supplémentaires structurelles sont bien indemnisables, mais ce sont uniquement celles qui sont prévues par convention individuelle de forfait en heures, sur la semaine, le mois ou l'année, conclue avant le 23 avril, ou plutôt celles qui résultent de l'application d'un accord collectif, pareil, conclu avant cette date-là. Alors, j'attire déjà un premier point sur les conventions de forfait. On nous vise bien des conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois. Et là, il y a eu des débats qui concernaient, c'est quoi une convention de forfait? Autrement dit, dans l'esprit de certaines personnes, une convention de forfait sur la semaine ou le mois devait impliquer une variabilité des horaires, voire ou une certaine autonomie dans la gestion de l'emploi du temps. Mais non, le texte n'exige pas ça. Si vous reprenez, ça doit être L3121, 56 ou 57, enfin ces articles-là, on vous dit simplement une convention de forfait, c'est une convention qui est écrite, point, et elle n'exige aucune autre condition. Autrement dit, si vous avez un contrat de travail qui indique que le salarié est rémunéré, par exemple, sur la base de 169 heures, donc 39 heures par semaine, moyennant un salaire de X euros, point, c'est une convention de forfait, au sens du texte. En revanche, et c'est là il faudra quand même faire attention, vous avez, et vous le savez, bien souvent des contrats de travail qui indiquent des durées de travail et de rémunération, incluant des heures sup, mais à titre purement informatif. Et dans ces cas-là, on n'est pas dans une convention de forfait.
De la même manière, il est dans la pratique, quand je parle de la durée collective de travail, cette fois-ci, la seconde option, vous avez des entreprises qui ont une durée collective de travail supérieure à 35 heures, mais mis en place, je dirais, unilatéralement. Chez nous, on travaille 39 heures, point. C'est comme ça. Celles-ci ne résultant pas d'un accord collectif, elles ne sont pas non plus éligibles. Donc, c'est-à-dire que dans le traitement de l'information qui va être fait en interne dans les entreprises, il faudra quand même bien vérifier là ces points, parce que ce n'est pas simplement le client va nous dire chez nous on fait 39 heures, donc oui, mais comment on les fait? En application de quoi vous faites les 39 heures? C'est le contrat, c'est bien contractualisé, ou c'est un accord qui le prévoit? Voilà, donc évidemment les conséquences sont importantes. À ceux qui se diraient c'est pas grave, je vais faire une convention antidatée et puis on va le faire après le 23, etc. Bien entendu, tout ça est totalement proscrit. Mais c'est aussi des choses que l'on peut voir commencer à se mettre en place en pratique. Une fois que l'on a vu ça, le nombre d'heures indemnisables, les heures sup, il n'y a plus de débat, en arrive le deuxième point. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, l'assiette. L'assiette est donc le taux horaire. Alors, je dirais encore une fois, on peut être très puriste et on est encore un peu à mi-chemin, je dirais. À mi-chemin, puisque la QR, cette fois-ci, revient, fait un peu marche arrière, et ça doit être les exemples 4 bis, qui prévoit bien qu'on prend le salaire de base, incluant donc la convention de forfait, et on va diviser, par exemple, pour un cas à 39 heures, on va diviser le salaire par 169, point. Donc là, ça, on reste bien dans l'esprit du texte, assiette congé payé, c'est-à-dire que dans cette assiette, on intègre bien les heures sup, au moins ça satisfait, mais je dirais que c'est peut-être pas encore totalement génial, puisque R5122-18 nous dit quoi? Nous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ramener un taux horaire ramené à la durée légale de travail. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, dans mon exemple, ça serait non pas diviser le salaire divisé par 169 heures, mais par 151,67. Là, vous me direz, oh non, là, Medjari, vous racontez un peu n'importe quoi, parce que ça voudrait dire que théoriquement, je vais permettre aux salariés d'avoir un salaire supérieur à ce qu'ils percevraient normalement. Puisque si je fais un salaire qui est normalement payé sur une base 169, et là, pour calculer le taux horaire, je le divise par 151,67, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez encore certains puristes qui viennent me dire que, compte tenu de l'autorité des textes, et je le veux bien, ce raisonnement est tout à fait tenable. Alors je dirais, oui, il peut être tenable, on peut en discuter, mais moi, si vous voulez, je pense que on doit aussi être en capacité de pouvoir conseiller ce qu'on peut défendre. Et là, le mot d'ordre du ministère est assez clair. La QR a quand même ajusté l'angle de tir. Les directs vont faire la même application, les mêmes règles. Et je ne me vois surtout pas en cette période engager des contentieux là-dessus, d'autant plus au regard des sommes que ça pourrait représenter. Voilà, il va falloir être un tout petit peu sérieux. Ceci étant, vous aurez peut-être constaté, mais ça a peut-être échappé à certains, et je crois que le ministère s'en rend compte quand même, dans justement la QR, il y a une question justement sur l'assiette de calcul où je crois que le rédacteur tente de justifier sa position, alors plus ou moins difficilement, mais il conclut en tout cas en disant qu'un décret est en cours d'élaboration pour adapter et clarifier en conséquence l'assiette servant au calcul du taux horaire tel qu'interprété par la présente annexe. Donc on voit bien qu'ils vont mettre quoi en conformité la position du ministère, donc telle qu'elle résulte de la QR, et puis bien sûr les dispositions réglementaires, parce que comme vous en parliez tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit avec des textes qui font autorité, et on ne peut pas avoir un droit covidien et élaboré juste par des QR, ou des instructions, ou des ceci, des cela. Donc il y a des textes, et les textes, pour nous juristes, ça peut nous chagriner, et indépendamment de cela, c'est que ça a des conséquences pratiques. Oui, d'autant plus que je crois qu'il faut formuler peut-être deux observations. C'est d'abord la première, c'est dire que notre entretien, il se déroule le 14 mai et la date est extrêmement importante parce que ça change au jour le jour, et pour ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre que notre entretien se déroule ce jour-là. Et puis la deuxième remarque, mais c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que vous avez parfaitement développé, c'est-à-dire
c'est-à-dire que il y a évidemment une nécessité de suivre les textes tels qu'ils sont formulés aujourd'hui par les questions-réponses. La seule chose, c'est demain, quand il y aura des contentieux, Oui, s'il y a des contentieux, il y en aura sans doute, se posera vraiment la question de l'autorité de ces textes et quid des entreprises qui ont suivi la question-réponse, mais parfois en décalage avec les textes, le texte de loi. Oui. Sachant que les contentieux peuvent arriver dans les deux sens, hein. C'est-à-dire autant l'administration peut nous dire, on nous rattrape en disant vous avez versé, vous avez bénéficié d'un régime de faveur au-delà de ce qu'il aurait fallu, puisque par exemple on peut considérer que l'indemnité d'activité partielle qui va être versée aurait été trop élevée, puisque le taux horaire pris en considération n'était pas le bon. Mais à l'inverse, je pourrais aussi avoir un salarié qui va me dire vous m'avez pas assez versé. Regarde des textes. Donc là, l'entreprise est un peu entre le marteau et l'enclume, tant que les choses ne sont pas mises en harmonie. Ok, écoutez, merci infiniment Jean-Julien Jarry d'avoir accepté à la fois d'écrire dans ce numéro sur une question aussi technique, et puis merci aussi d'avoir participé au podcast. Si je peux, je peux juste rajouter un dernier point. C'est que on nous annonce, alors que c'est un peu la période actuellement où les choses commençaient à peu près à se stabiliser, on va dire, on commence à y voir clair, et eh bien, je crois que dans 1 mois et demi, on va rebalancer tout ça, puisque le gouvernement nous annonce que les règles d'indemnisation d'activité partielle vont évoluer, en tout cas, je crois, sur la prise en charge, notamment d'une partie par l'entreprise. Donc, je pense qu'on aura encore notre lot de surprises. Peut-être que ça fera l'objet d'un prochain article. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Alors, on va aborder un autre sujet symbolique, c'est celui de la sanction, c'est celui de la peine, c'est celui de la responsabilité pénale de l'employeur. Arnaud Casado, Monsieur droit pénal du travail, je me retourne vers vous. Alors, il faut dire, Arnaud, que vous avez eu beaucoup de chance quand même, parce que depuis la publication du dossier qui nous occupe, on a ce superbe article premier de la loi du 11 mai 2020, loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, texte sur lequel on pourrait sans doute longuement disserter dans nos universités pour savoir s'il présente vraiment un caractère utile, s'il est de nature à modifier le régime de la responsabilité pénale de l'employeur en période de crise sanitaire. Alors Arnaud, cet article L 3136-2 du Code de la santé publique, texte juridique ou simplement texte politique ? Bon, eh bien, écoute, merci Arnaud pour cette question. Si j'étais à l'université, je citerais Portalis. Il ne faut point de lois inutiles, elles affaibliraient les lois nécessaires, elles compromettraient la certitude et la majesté de la législation. Mais puisque nous sommes dans une nouvelle formule, je vais plutôt me permettre de citer Marlène Schiappa qui, lorsqu'elle a présenté l'outrage sexiste, a dit « on fait du symbole, mais pas uniquement ». Parce que tu as bien compris l'esprit du podcast, passer de Portalis à Marlène Schiappa, bravo. Alors, quand on regarde le nouvel article L 3136-2 du Code de la santé publique, ce texte semble appartenir aux lois inutiles ou peu utiles, et ce, ou moins pour 2 raisons. La première, c'est son champ d'application. En effet, il est codifié, ce texte, dans les dispositions pénales d'un titre particulier du Code de la santé publique, et donc ce texte ne devrait pas avoir vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas d'engagement de la responsabilité pénale sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal. La réserve d'interprétation, elle n'a pas été introduite au sein du Code pénal, et donc elle n'a pas une vocation générale pour toutes les infractions dont la commission résulterait de la pandémie. L'interprétation stricte s'y oppose. Or, lorsqu'on regarde les infractions qui sont prévues dans le même chapitre du Code de la santé publique, c'est-à-dire les infractions prévues à l'article L 3136-1 du Code de la santé publique, on constate qu'elles concernent principalement le non-respect des mesures de réquisition. Et donc, pour faire simple, on est très très loin de la liste des principales infractions qui pouvaient être consommées par l'employeur en période de pandémie et qui ont été rappelées dans notre checklist survivaliste dans le dernier numéro du BLIP. Il serait donc illusoire de penser, comme on a pu le lire dans certains médias, qu'il existe aujourd'hui une immunité des employeurs depuis l'adoption de son texte.
Mais bon, même si on fait fi du champ d'application naturel de l'article L 3136-2 du Code de la santé publique, sa rédaction n'est guère satisfaisante. Dans un deuxième temps, on observe que la lettre du nouveau texte, elle aussi, elle est inutile. Alors, je le lis pour les auditeurs. L'article 121.3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions, de ses fonctions, notamment quant à l'autorité locale ou employeur. Alors, force est de constater que cette rédaction n'apporte guère à l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code pénal. Le délit est caractérisé, je cite, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Secouez, remettez tout dans l'ordre lors du prochain apéro Zoom, et qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez l'ensemble des éléments du texte, c'est-à-dire les compétences, le pouvoir, les moyens, les limites posées par la mission ou les fonctions. Dès lors, on peut vraiment s'interroger sur l'intérêt de ce texte. Et au surplus, dès 1996, le législateur avait, par sa rédaction, imposé au juge d'apprécier in concreto la faute constitutive du délit d'imprudence. Si on reprend une formule jurisprudentielle traditionnelle, l'appréciation in concreto implique de vérifier que la survenance du dommage aurait pu, ne résulte pas en réalité de la simple dommage, mais qu'au contraire qu'elle est écartée par une cause d'irresponsabilité constituante dans les diligences normales. Donc c'est-à-dire que vérifier qu'il y ait des diligences normales, c'est déjà le boulot du juge. Donc ce texte me semble vraiment inutile. À l'inverse, il ne me semble pas inutile de revenir sur un élément qui avait été évoqué lors du dossier, c'est le délit d'entrave. En effet, lorsqu'on regarde les dernières jurisprudences qui ont pu être à l'honneur ces dernières semaines, je pense notamment à l'ordonnance des référés de Nanterre du 14 avril 2020, du tribunal judiciaire du Havre du 7 mai 2020, on se rend compte que actuellement, il y a des vraies questions qui se posent sur la consultation des CSE. Et je rappelle que le délit d'entrave au CSE peut être consommé en période de pandémie. Donc, j'invite tous nos auditeurs à faire attention au nouveau délai de consultation du CSE, parce que, en la matière, il me semble y avoir un nid de contentieux beaucoup plus important que sur le nouvel article qui a été posé par la loi, c'est-à-dire l'article L 3136-2 du Code de la santé publique. Alors justement, pour revenir, Arnaud, sur le premier texte que tu évoquais, alors je suis parfaitement d'accord, et c'est la raison pour laquelle j'évoquais un texte plus politique peut-être qu'un texte juridique, parfaitement d'accord pour dire qu'en réalité, on retrouve toutes les conditions de l'article 121-3 du Code pénal, donc ça ne devrait rien changer, si ce n'est que je me demande quand même si cette référence à la crise dans le texte n'est pas une forme d'élément de vigilance à l'adresse du juge pour dire au juge dans 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il y a des contentieux, souvenez-vous de la période et souvenez-vous de la période très particulière, de sorte que il ne faudrait pas oublier toutes les exigences, le temps, la rapidité, lorsqu'il faudra apprécier l'ensemble de ces critères. Alors je suis tout à fait d'accord pour dire que ça ne change pas du tout les conditions d'application du texte, si ce n'est que c'est peut-être un moyen qui est, ou du moins un conseil qui est envoyé au juge pour dire n'oubliez pas quand même la période particulière. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tout ça de manière assez claire et on va dire assez courante quand même. Mais en revanche, il est vrai que lorsque des contentieux viendront dans 1 an, 2 ans ou 3 ans et peut-être même encore après, on sera sans doute retombé, enfin il faut l'espérer du moins, on sera retombé dans une période plus calme et pourtant il ne faudra pas oublier le contexte quand même. Alors, j'entends, néanmoins, j'ai quelques petites objections. Premièrement, si la loi n'a qu'un effet, souvenez-vous, ça me semble un petit peu léger pour dire que c'est une loi utile. Deuxièmement, c'est déjà le mécanisme de raisonnement du juge qui se replonge toujours, non pas à la période où il juge, mais à la période où les faits ont été commis. Donc de dire au juge, souvenez-vous qu'il faut bien appliquer ce que vous êtes déjà en train de faire d'habitude, ça me semble, encore une fois, peu utile. Enfin, et surtout, véritablement, le champ d'application du nouveau texte semble cantonné au Code de la santé publique. Donc,
je ne vois pas vraiment l'intérêt pour l'ensemble des employeurs. Donc, si c'est faire un effet déclaratoire pour les réquisitions, ouais, je pense qu'on aurait pu s'abstenir. Mais ce qui explique sans doute cette mouture du texte, c'est que si on se souvient bien du processus législatif, il y a eu une proposition au Sénat, puis ensuite l'Assemblée est repartie dessus, et enfin c'est la commission mixte paritaire qui a arrêté la lettre définitive. Donc c'est un texte, somme toute, de compromis, et qui n'apporte rien, mais en réalité dérange peut-être moins que le premier texte qui avait été déposé au Sénat. Et alors, toujours en rapport avec le texte, et Arnaud, je vous pose la question, mais je la pose aussi à tout le monde, hein. Enfin, je lance le débat, on est quand même largement abreuvé de textes, de questions-réponses, de circulaires, de protocoles, de plans. Est-ce que vous pensez que l'employeur qui se mettrait dans les pas de ce qui est proposé par les pouvoirs publics verrait sa responsabilité écartée plus facilement au motif qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait preuve d'imprudence dès lors qu'il a respecté des préconisations en fonction de la connaissance scientifique au moment où toutes ces décisions sont prises dans l'entreprise, ce qui présente évidemment là aussi un intérêt particulier dans la période présente, c'est-à-dire en période de déconfinement. Ou est-ce qu'au contraire, en réalité, le juge demain sera insensible aux efforts faits par certaines entreprises pour suivre les préconisations formulées par les pouvoirs publics? Alors, je ne pense pas que le juge soit insensible, et je pense même qu'on peut remonter encore d'un cran, si tu permets, Arnaud. En réalité, qui va aller constater l'infraction dans l'entreprise? Généralement, c'est l'inspection du travail. Or, on sait que les agents de contrôle de l'inspection du travail ont le libre choix des suites. Autrement dit, ils ne sont pas obligés de dresser procès-verbal et de transmettre au procureur de la République. Il y a d'autres suites, notamment la lettre d'observation. Partant, je pense qu'un employeur qui mettrait véritablement le paquet sur les mesures de protection, déjà, bénéficierait sans doute d'un a priori favorable de l'inspecteur du travail, afin qu'il n'ait, si jamais une infraction est commise, qu'une lettre d'observation plutôt qu'un procès verbal. Si, encore une fois, on est dans quelque chose où il n'y a pas de blessure grave, mort d'homme, bien entendu, j'écarte ce cas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si jamais on va devant le juge, ça va dépendre des infractions. Encore une fois, on ne va pas pouvoir mettre sur le même plan l'entrave au CSE, par exemple, et les infractions d'imprudence. Si on est sur les infractions d'imprudence, sur les questions de mise en danger délibérée, on a déjà des textes qui nous imposent de vérifier ce qui se passe dans les faits in concreto. Donc, si l'employeur a appliqué à la lettre les consignes du ministère, il aura bien montré qu'il aura sans doute pris des mesures de nature à prévenir le dommage. Et partant, sa responsabilité sera bien plus difficile à engager que celui qui n'a rien fait, qui ne met pas en œuvre des mesures pour protéger contre les gestes barrières, par exemple. Donc non, je pense que ça aura réellement une incidence. Après, la question qui se pose d'un point de vue juridique, c'est la portée juridique des recommandations du ministère en la matière. Et ça, on le gardera peut-être plus pour l'université, parce que c'est un débat qui va prendre du temps. Merci Arnaud. Alors, puisqu'on est à cheval sur le juridique et le politique, on va continuer sur cette lancée pour aborder maintenant ce qui est, d'ailleurs, quelle que soit la période, crise ou pas crise sanitaire, ce qui est à la fois un laboratoire du droit social et un vrai sujet de crispation, c'est la durée du travail. Alors, compte tenu des circonstances, il a aussi, évidemment, le législateur a éprouvé le besoin d'adapter certaines dispositions sur la durée du travail. Mais comme toujours, il faut réussir à mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire entre, d'une part, une durée du travail qui participe à la poursuite de l'activité de l'entreprise, et puis d'autre part, des dérogations à la durée du travail qui, parfois, pourraient être de nature à atteindre la santé des salariés. Pierre-Olivier Bach, vous souhaitiez revenir rapidement sur les dérogations en matière de durée du travail en raison de la crise sanitaire. Oui, merci Arnaud. Je remercie d'abord Gwenaël de m'avoir donné cette tâche que de me prononcer sur la durée du travail, puisque comme vous le disiez, c'est la variable d'ajustement et un véritable élément de crispation. Alors,
Vous me demandiez si c'est un prélude au changement à venir sur la durée du travail. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une ode à la célérité. Pourquoi? Parce que l'ordonnance du 25 mars dernier réserve différentes dérogations en matière de durée du travail à, alors le texte nous dit, des activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Ces secteurs d'activité devaient être fixés par décret et aujourd'hui, nous sommes le 13 mai et le décret n'est toujours pas paru. Moi, en pratique, j'ai des clients qui ont voulu s'emparer très rapidement de ces possibilités de dérogation qui m'ont appelé jusqu'au 30 avril et qui ensuite ont abandonné. Et c'est dommage. Véritablement, pour le coup, si il y avait quelque chose à faire en matière de durée du travail sur cette période de crise, il eût été vraiment intéressant que le décret paraisse rapidement. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais surtout qu'il n'y a pas révolutionné grand-chose. C'est surtout dans les modalités que les dérogations sont intéressantes. Il y a deux grandes dérogations qui interviennent. Une dérogation sur la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire de travail, et une dérogation sur le repos quotidien et le repos dominical. Et finalement, rien de révolutionnaire dans la durée de ces dérogations. Ce qui était prévu par l'ordonnance, ce qui reste prévu par l'ordonnance, c'est la souplesse et la facilité de mise en œuvre de ces dérogations. Alors sur la dérogation sur la durée maximale quotidienne, fixée par le Code du travail à 10 heures, et l'ordonnance permet, en tout cas aux activités qui seront ou seraient visées par le décret, de la porter à 12 heures après une simple information du CSE et du direct et une consultation qui peut intervenir a posteriori, dans un délai maximum d'1 mois. Et donc là, il y a une véritable souplesse puisque la dérogation existe déjà en droit commun, mais par accord de branche ou accord d'entreprise ou autorisation de l'inspection du travail. Alors pareil sur la durée quotidienne du travail de nuit, qui est de droit commun de 8 heures. L'ordonnance permet de la passer à 12 heures, toujours après une simple information du CSE et du direct et une consultation qui peut intervenir a posteriori, avec quand même l'attribution d'un repos compensateur qui est égal au dépassement de la durée, donc 4 heures maximum. Là aussi, le Code du travail il permet d'aller au-delà de 8 heures, mais sous réserve d'un accord d'entreprise ou à défaut d'un accord de branche. Donc on voit bien que là, c'est la souplesse qui a été privilégiée par le gouvernement, ce qui était une bonne idée dans cette période. Et on le voit au fur et à mesure avec l'adaptation de l'activité partielle, y compris l'individualisation, la dérogation au repos, enfin à la durée maximale pouvait être un vrai outil, un vrai levier. Mais aujourd'hui, pas de décret. Pareil sur la durée maximale hebdomadaire, elle est fixée par le Code du travail à 48 heures, elle peut être portée à 60 heures. Alors le droit commun autorise déjà à dépasser ces 48 heures sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du direct. Et donc là, c'est l'absence de demande d'autorisation qui est assez intéressante par le dispositif prévu. On notera aussi la dérogation à la durée moyenne fixée sur 12 semaines consécutives que le Code du travail porte pour la durée du travail en journée à 44 heures. Et donc là, on peut la porter à 48 heures. Donc, on pourrait en tout cas, si le décret veut bien paraître. Là aussi, le droit commun, il autorise à aller au-delà de 44 heures sur 12 semaines consécutives, jusqu'à 46 heures, mais par accord d'entreprise ou de branche, et exceptionnellement sur autorisation de l'inspecteur du travail dans certains secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'a également prévu l'ordonnance? Eh bien, également de la possibilité de porter la durée sur 12 semaines consécutives, la durée du travail de nuit de 40 heures à 44 heures. Là aussi, aucune nouveauté. Il y a la possibilité de passer cette durée de 40 à 44 heures dans le droit commun sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche. Donc, rien de révolutionnaire si ce n'est dans la souplesse. Et puis, le deuxième point qu'a prévu l'ordonnance, c'est les dérogations au temps de repos. Le droit commun dit aujourd'hui 11 heures consécutives de repos, possibilité de déroger à ce délai de 11 heures dans la limite de 9 heures par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche, sous réserve évidemment de prévoir des contreparties qui sont au moins égales à la durée du repos dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce qui, à mon avis, sur ce plan-là, et peut rejoindre peut-être l'intervention, dans une moindre mesure, mais de Arnaud tout à l'heure, Casado,
du point de vue de responsabilité pénale, c'est de dire il est hors de question d'envisager la contrepartie dans la diminution du repos quotidien par une contrepartie financière. Ça ne peut être qu'une contrepartie en repos, l'idée étant de, toujours sur le repos quotidien, préserver la santé et la sécurité des salariés. Au-delà de cette dernière dérogation, il y a la dérogation au repos dominical, et là, l'ordonnance est assez claire, puisqu'elle dit qu'en fait, la dérogation au repos dominical se substitue à toutes les dérogations qui existent actuellement au repos dominical. Alors, les dérogations actuelles, quelles sont-elles au repos dominical? Eh bien, ça concerne tous les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de production ou d'activité. C'est également certaines activités dans l'alimentaire qui peuvent travailler le dimanche jusqu'à 13 heures. Et puis, enfin, c'est dans l'industrie, en fait, où vous pouvez octroyer le repos dominical par voie conventionnelle, et à défaut d'accord, l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation. Et donc là, l'ordonnance nous dit, vous pouvez accorder le repos hebdomadaire par roulement. Donc là aussi, c'est une souplesse, à mon sens, qui aurait été nécessaire en plein cœur de la crise, et au moins pour les secteurs qui restaient, le secteur de la santé, le secteur alimentaire, mais qui étaient les secteurs essentiels finalement à nous tous, qui étions confinés. Et je crois que là-dessus, le gouvernement a loupé le coche. Je suis incapable de vous dire si c'est un loupé, un oubli. Si c'était un moyen finalement d'imprégner dans la rétine des professionnels que nous sommes et des DRH qu'il y aurait une réforme sur la durée du travail, on sait qu'une partie du patronat a poussé en ce sens. Moi, à mon avis, en tout cas, si on parle simplement de la durée légale, il me semblerait au moins politiquement absolument fou de s'attaquer à la durée du travail en 2020, en 2021, après que les adaptations aient lieu. Mais je crois qu'aussi, même nous, professionnels du droit, on est trop nombreux à ignorer les souplesses qui existent déjà sur la durée du travail, qu'offre le Code du travail sur l'organisation du temps de travail. Donc, je ne pourrais pas dire que ces dérogations, à mon sens, soient un prélude à une révolution. Après, je suis pas devin. Et à mon sens, la souplesse, qui était une bonne idée, prévue au départ et offerte par le gouvernement, le coche a été loupé par l'absence de parution de ce décret. Alors, je crois que c'est une réflexion un peu générale, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les aménagements de la durée du travail, il me semble que les enjeux sont totalement différents, qu'on soit en période de confinement ou en période de déconfinement. Parce qu'en période de confinement, on voit bien que l'idée, c'est la poursuite de l'activité, mais pour des activités essentielles, et puis évidemment tenir compte de la situation des salariés et de la santé des salariés, alors qu'en période de déconfinement, on est dans un contexte, me semble-t-il, plus général, qui est la relance de l'économie. Mais vous y avez répondu, Pierre-Olivier, c'est-à-dire que si je comprends bien, d'après vous, ces exceptions, qui d'ailleurs sont des exceptions sans en être vraiment, puisqu'il leur manque la mesure d'application nécessaire pour exister, mais en tout état de cause, le projet d'évolution, ce serait d'après vous simplement un projet conjoncturel uniquement lié à la période particulière de crise et qui n'aurait pas vocation à être pérennisé et à modifier la durée du travail dans l'avenir. Encore une fois, là-dessus, je ne suis pas devin, mais je pense que politiquement, en tout cas politiquement, ça me semble très compliqué de s'attaquer à la durée légale en 2021. Mais surtout là, il n'y a pas de véritable révolution d'ores et déjà, parce qu'en fait, toutes les dérogations prévues par l'ordonnance existent déjà dans le droit commun, simplement, c'est plus compliqué de les mettre en place. Après, non, je crois pas en tout cas, si on s'attarde uniquement sur la durée légale, je ne crois pas qu'il y aura, que le politique ira jusque-là. Est-ce qu'il y aura des aménagements sur l'organisation du temps de travail, que ce soit sur une période supérieure à la semaine, sur l'année ou au-delà, même si ça existe déjà. Là aussi, je n'arrive pas à voir les véritables leviers qui pourraient être utiles en matière de durée du travail à relancer en tant que telle l'activité, puisqu'il y a déjà beaucoup de souplesse qui existent par rapport à ça.
Arnaud, je crois que vous aviez une remarque à faire, ou je ne sais pas d'ailleurs comment on peut qualifier ça, par rapport à cette durée du travail. Oui, en fait, c'est une question plus générale, mais qui va dans le fil de ce qui est posé comme question sur la durée du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en période de déconfinement, pourquoi travailler plus? Pourquoi produire plus? Ça sert à quoi, pour faire simple, de gagner la bataille économique contre le Covid si, in fine, la relance de l'industrie continue à carboner notre monde et, in fine, à nous emmener dans une situation pire que nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est utile aujourd'hui de se demander au moment de la relance quels sont les moyens pertinents de cette dernière et peut-être de se dire que au lieu de produire plus, on pourrait utiliser les mécanismes du droit du travail pour protéger l'environnement. Je propose que Pierre-Olivier réponde à cette question en nous exposant son projet politique. J'en profite pour révéler ma candidature à la prochaine présidentielle et je vous remercie de faire le service après-vente. J'ai écouté ce matin une émission où une économiste dont j'ai hélas oublié le nom, qui travaille à l'OCDE, indiquait qu'elle travaille sur ce qu'on appelle tous, en tout cas, enfin, je ne sais pas, mais ce qu'on nous rebat depuis quelques semaines, le monde de demain. Et donc, elle travaille, pas elle seule, mais l'OCDE et d'autres au niveau de l'Union européenne, sur quels peuvent être les leviers pour l'après, puisqu'on sait que, là aussi, on ne va pas se raconter d'histoire, la situation ne reste pas, enfin, n'est pas tenable en l'état. Et il faut une réflexion qui soit globale. Je crois que c'est en train d'arriver tout doucement au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'OCDE. Et est-ce que la durée du travail fera partie du package de la réflexion? Pour ma part, ça n'engage que moi, la réflexion est évidemment oui. Et comment elle devra se faire? J'avoue que je ne suis pas encore assez penché sur le sujet, mais il va y avoir une réflexion nécessaire sur le monde de demain et la durée du travail en fera nécessairement partie. Alors voilà qui me fait une très belle transition avec la suite, parce que ce que vous évoquez, Pierre-Olivier, c'est purement du dialogue social. Et je crois que nos discussions précédentes ont bien montré, au travers de l'activité partielle, au travers de la durée du travail, et puis également lorsque Arnaud évoquait le délit d'entrave, toutes les difficultés liées enfin pas les difficultés, c'est-à-dire que pour arriver à un certain nombre de mesures dérogatoires, cette période a montré toute l'importance du dialogue social, dialogue qui suppose de recueillir les informations, de les comprendre, d'en discuter, et on comprend bien que le temps habituel, le temps normal du dialogue social n'est pas le temps de la crise sanitaire. Pour ces raisons, Gwenaël, vous souhaitiez évoquer des mécanismes qui permettent d'accélérer le processus de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail. Oui, merci Arnaud. Alors, en effet, dans le cadre de ma contribution au BJT, j'ai rappelé que le dialogue social n'était évidemment pas rompu pendant cette période de crise sanitaire. Et j'ai abordé cette question du dialogue social en période de crise sanitaire sous deux angles: le dialogue social avec le CSE et le dialogue social via la négociation collective. Et justement, concernant le dialogue social via la négociation collective, il me semblait intéressant de montrer que les pouvoirs publics entendent accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise. Alors justement, sur cette accélération du processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise, il me semble intéressant d'expliquer pourquoi le législateur entend procéder à cette accélération et comment il y procède. Pourquoi une accélération du processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise? C'est vrai que la question peut sembler, la question mérite d'être posée parce que habituellement, même si la norme négociée a tendance à être privilégiée, on le sait bien,
Habituellement, on ne cherche pas à accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise simplement parce que, en raison de la loyauté qui naturellement trouve à s'appliquer lors de la négociation d'entreprise, on souhaite que les parties à la négociation d'entreprise prennent le temps de négocier et on souhaite qu'il y ait une véritable co-construction de l'accord d'entreprise. Et pourtant, dans cette période de crise sanitaire, on fait en sorte d'accélérer ce processus de négociation et de conclusion des accords d'entreprise. À mon avis, il y a 2 raisons qui expliquent cette accélération. La première raison, elle est liée au fait que la négociation d'entreprise est sans doute le moyen le plus adéquat pour adapter l'organisation du travail aux baisses d'activité ou, pourquoi pas, aux hausses d'activité pendant la période d'urgence sanitaire ou même juste après. Je prendrai juste un exemple. La négociation sur les congés payés qui peut être menée sur la base de l'ordonnance du 25 mars 2020. Cette négociation est importante parce qu'elle permet à l'entreprise d'imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés payés dans une certaine mesure. Elle permet de fractionner les congés sans l'accord du salarié. Elle permet de suspendre le droit des conjoints à un congé simultané. Mais encore faut-il, naturellement, pour que l'employeur dispose de ces différentes souplesses qui permettent d'adapter l'organisation du travail, encore faut-il qu'il y ait un socle conventionnel, c'est-à-dire qu'il y ait un accord d'entreprise ou un accord de branche qui l'autorise à procéder ainsi. La deuxième raison, à mon avis, qui conduit les pouvoirs publics à accélérer le processus de négociation et de conclusion des accords collectifs, c'est que, alors qu'on l'approuve ou qu'on le conteste, mais le législateur semble considérer que la négociation d'entreprise, c'est le moyen, là encore le plus adéquat, pour mettre en place une sorte de contrat de reprise d'activité pour la période d'après-crise. C'est-à-dire que on considère que l'accord d'entreprise, c'est sans doute le moyen qui permettra, par exemple, de mettre en place des mécanismes pour permettre aux entreprises de faire face aux hausses importantes d'activité. Par exemple, l'accord d'entreprise devrait pouvoir permettre aux entreprises qui vont connaître une hausse d'activité, permettre aux salariés de travailler plus. Par exemple, on peut négocier sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires. Mais à l'inverse, pour les entreprises qui vont être confrontées à une baisse importante d'activité, l'accord d'entreprise, là encore, ça peut être le moyen d'anticiper les difficultés économiques à venir en mobilisant des mécanismes, par exemple, tels que l'accord de performance collective, en prévoyant des aménagements en termes de durée du travail, de rémunération ou de mobilité. Donc on voit bien que il y a un intérêt aujourd'hui à négocier, aussi bien pour adapter l'organisation du travail aux baisses ou hausses d'activité, mais aussi pour permettre à l'entreprise d'avoir une organisation adéquate pour l'après-crise. Alors justement, comment les pouvoirs publics ont procédé? Ils ont permis aux entreprises de négocier plus rapidement et de conclure plus rapidement des accords d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que le législateur n'a pas oublié les petites entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicales. Et le législateur n'a pas aussi oublié que certaines entreprises dans des secteurs particuliers dans lesquels il y a la nécessité d'obtenir un agrément, eh bien là encore, il y a un besoin de pouvoir négocier très très rapidement.
Je vais juste prendre quelques exemples. La négociation avec délégué syndical. En principe, quand on négocie avec les délégués syndicaux, alors si l'employeur parvient à un accord majoritaire, a priori, il n'y a pas de difficulté parce que si l'accord est majoritaire, il va pouvoir rentrer en application très rapidement. En revanche, lorsqu'on est sur un accord minoritaire qui peut, entre guillemets, être sauvé par la voie référendaire, c'est-à-dire un accord qui a été conclu par des organisations syndicales représentatives qui représentent au moins 30% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives. On sait que dans ce cas-là, l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise va être retardée parce qu'il va falloir justement organiser la consultation des salariés. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance du 15 avril 2020 a réduit un certain nombre de délais relatifs à l'organisation de cette consultation, justement pour permettre la conclusion, la mise en application du texte le plus rapidement possible. On a également des dispositifs analogues lorsque l'entreprise est dépourvue de délégué syndical. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Dans les très petites entreprises de moins de 11 salariés ou dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés et qui sont dépourvus de délégué syndical, normalement, alors, la négociation est un peu particulière. C'est l'employeur qui va établir un projet d'accord qu'il doit soumettre à la ratification des salariés, une ratification des 2/3. Mais normalement, cette consultation, elle ne peut intervenir, on le sait, qu'après un délai minimum de 15 jours à compter de la communication aux salariés du projet d'accord. Bien là encore, le délai a été réduit par l'ordonnance du 15 avril 2020 pour faire en sorte que les textes, les accords d'entreprise, y compris dans ces petites structures dépourvues de délégués syndicaux, que les accords d'entreprise puissent s'appliquer le plus rapidement possible. Mais on a également des délais qui ont été réduits pour la négociation substitutive dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Et simplement pour terminer, dans certains secteurs où l'agrément est nécessaire, je pense au secteur médico-social, là encore, on fait en sorte d'accélérer la procédure d'agrément avec l'ordonnance du 15 avril 2020 parce que il me semble que le législateur considère que la négociation d'entreprise, le dialogue social et la négociation d'entreprise, c'est sans doute le moyen le plus adapté pour doter l'entreprise d'une nouvelle organisation et ainsi faire face à la crise sanitaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois il y a un décalage entre l'ambition et la réalisation de l'objectif? Parce que la réduction des délais, c'est une chose, mais lorsque il s'agit de procéder par exemple à un référendum, c'est-à-dire comme vous le disiez, si on est dans la tranche des 30-50 ou si on est sur de la négociation dérogatoire ou substitutive, s'il faut organiser un référendum, après il faut trouver les moyens matériels. Et est-ce que dans une période qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de prévoir déjà d'organiser de la négociation, ça c'est une chose, mais de prévoir un référendum et d'aller consulter parfois 200, 300, 500 salariés en fait. Oui, alors en effet, ça semble un petit peu compliqué dans la période actuelle, mais rien n'interdit naturellement l'organisation d'un scrutin électronique. Et je pense que les entreprises auront tout intérêt à s'orienter vers la mise en place d'un vote électronique si jamais elles devaient recueillir le vote, enfin organiser un scrutin dans des entreprises relativement importantes. Dans les plus petites structures, les structures de moins de 11 salariés ou les structures de 11 à 20 où on cherche simplement à obtenir une ratification aux 2/3, là il est peut-être
il est peut-être possible d'imaginer un vote sur place tout en respectant les mesures sanitaires. Tout dépendra peut-être de la nature de l'entreprise. Merci beaucoup, Gwenaël. Alors, on arrive au terme de ce podcast. Donc, à nouveau, je vous remercie, Damien Chenu, Jean-Julien Jarry, Arnaud Casado, Pierre-Olivier Bach et Gwenaël François. Merci de vous être livrés à cet exercice peu habituel du podcast du bulletin Joli Travail, en espérant évidemment que les auditeurs y trouveront matière à réflexion, et puis rappeler également que toutes ces réflexions et bien d'autres, les auditeurs les trouveront dans le dernier numéro, le numéro du mois de mai du bulletin Joli Travail. Encore un très grand merci à vous tous d'avoir participé à cet exercice, et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.